Certaines œuvres peuvent se montrer décourageantes et difficiles à comprendre de par leur complexité. Que ce soit un tableau au trait abstrait, une musique aux sonorités déroutantes, un film au sujet et à la direction paranoïaque, ou un livre au chemin alambiqué. Le jeu vidéo n'y fait pas exception, ce dernier pouvant être vu comme un cumul de tous les arts avec la subtilité du contrôle du joueur. Mais dans certains cas, la frontière entre jeu et livre peut se faire mince. C'est le cas du visual novel, littéralement un roman visuel. Ce type de jeu nous raconte une histoire, accompagnée d'ambiances sonores et visuelles, avec pour particularité la présence de choix guidant le joueur vers une route précise, le rendant maître de sa direction. Maintenant, retirez cette liberté de choisir et vous obtenez un sound novel, un type de média dont il est difficile de savoir si on le considère comme un jeu vidéo ou non. Le jeu vidéo se diffère du cinéma par la liberté de mouvement ou de choix du joueur. Bien qu'il suit une histoire dans le fond, la forme des péripéties change, il est globalement maître de son destin. Mais cette fatalité inéluctable est la clé de voûte du jeu dont on va parler. Le support du sound novel, privant le joueur de tout choix, est un détail brillant, le rendant spectateur du destin futile des personnages de cette histoire. Les rouages du temps et de la destinée peuvent se montrer mesquins, et Higurashi no Naku Koroni nous le prouve parfaitement. Higurashi no Naku Koroni, plus connu sous le nom When They Cry, ou Le sanglot des cigales, est donc un sound novel, un type d'œuvre racontant une histoire accompagnée d'une ambiance sonore et visuelle. Développé par la team d'amateurs Seven's Expansion et écrit par le brillant Ryukishi Seven, le premier chapitre voit le jour sur PC en août 2002, suivi par 7 autres chapitres, le dernier paraissant en août 2006. Il s'agit d'un véritable succès, notamment au Japon, devenant l'une des séries de jeux amateurs les mieux vendues. Ainsi, beaucoup d'adaptations virent le jour, principalement animées, mais aussi des mangas, et surtout des suites et spin-offs sortis sur PC et console. Une des choses qui peut décourager les novices de la série est la complexité de ses arcs. Il en existe plusieurs, formant l'œuvre étendue de la série, et il est difficile de savoir où commencer. Pour autant, si vous voulez découvrir l'histoire basique de Higurashi, il vous suffit de jouer aux 8 premiers chapitres et de terminer par l'épilogue Saikoroshi, considéré comme la vraie fin. Ces jeux sont disponibles sur Steam et sont divisés par chapitres, formant des arcs. Les 4 premiers chapitres sont les arcs questions, car le seul moyen pour le joueur d'avoir un impact sur l'œuvre, c'est de réfléchir et de tenter de résoudre le mystère au fur et à mesure des indices qui arrivent. Bien entendu, il y a quelques exceptions, quelques choix par moment ou autre, mais cela reste très très rare. Ces chapitres questions nous exposent les événements se déroulant dans le village de Inamizawa, en ne donnant que très peu d'explications, ainsi c'est au joueur de tisser sa propre théorie. Les 4 autres chapitres forment les arcs réponses, basés sur les chapitres questions, de façon variée, en y apportant des réponses petit à petit, tout en piégeant et mettant le doute au joueur. L'aspect enquête était d'autant plus impactant par le passé, le jeu ayant été diffusé de façon épisodique, ainsi le public pouvait avoir un vrai impact sur l'écriture, Ryukishi Seven impliquant beaucoup les lecteurs. Je trouve que cela rend l'histoire encore plus profonde et imprévisible. Durant notre lecture, plusieurs théories voient le jour, qui vont changer au fur et à mesure que l'histoire progresse. Il existe donc plusieurs adaptations des jeux, sous forme de manga et d'anime. Nous allons prendre ce dernier pour référence, le format animé étant le plus accessible, et les comparer aux jeux et mangas. Ainsi, l'adaptation éponyme de 2006, Higurashi no Naku Koroni, reprend les 4 chapitres des arcs questions et les 2 premiers chapitres des arcs réponses. Les titres sont les mêmes pour les mangas et les jeux. La suite, Higurashi no Naku Koroni Kai, diffusée en 2007, reprend les 2 derniers chapitres des arcs réponses des jeux comme des mangas. Ensuite, il y a Higurashi no Naku Koroni Rei, sorti en 2009, comportant 5 OAV, reprenant 2 des 3 chapitres de Higurashi Rei, ainsi qu'un arc fanservice issu d'un autre jeu. La deuxième série d'OAV sort en 2011, Higurashi no Naku Koroni Kira, reprenant le dernier chapitre de Rei. En 2013, un court-métrage nommé Higurashi no Naku Koroni Kaku Outbreak sort, reprenant un chapitre du jeu Higurashi ou Plus. Pour terminer, les 2 dernières saisons Higurashi no Naku Koroni Gu et Sotsu, sortis respectivement en 2020 et 2021, adaptent les mangas du même nom. Ainsi, ceux souhaitant seulement voir les animés peuvent regarder les adaptations de 2006, la saison Kai, ensuite les épisodes 2, 3 et 4 des OAV Rei, puis terminer avec Gu et Sotsu.
Cette vidéo est la première d'une série de minimum 9 vidéos, chacune traitant d'un chapitre en particulier. Les 4 premières constitueront l'arc question, tandis que les 4 autres parleront de l'arc réponse. La 8e devrait traiter du dernier chapitre, ainsi que de l'épisode Saikorochi, considéré comme la vraie fin, et sera suivie d'une analyse générale de l'œuvre. Une 9e vidéo condensera le tout pour former l'histoire générale de Higurashi. Je vais tenter de vous exposer les histoires de façon à ce que vous aussi puissiez être acteur, vous prendrez le rôle d'enquêteur. Je vais donc volontairement rester flou, ne racontant que ce qui va être dit dans chaque chapitre, sans spoiler la suite. Ainsi, si quelque chose vous paraît étrange, notez-le, tout comme chaque question que vous vous poserez. Vous pouvez aussi juste suivre le déroulement de l'histoire. Nous ferons ensuite une première analyse du chapitre pour tenter de comprendre un peu plus l'œuvre, puis nous résumerons ce que nous savons jusque-là. Je ferai sans doute d'autres vidéos pour parler des spin-offs et autres adaptations. A noter que j'utilise le mode 7th Expansion, ultra important pour jouer car il permet de changer les sprites, les sons, ajoutant les voix, ainsi qu'un patch français. Tout ça apporte une qualité notable aux différents chapitres. Il permet aussi de jouer aux arcs console sur PC en remplaçant l'un des chapitres. Ainsi le jeu peut passer de ça en vanilla à ça en modé. Je vous laisse un tuto en description, c'est très facile à installer. Pour autant, je vais essayer d'utiliser un maximum d'images issues des adaptations animées, ce qui est beaucoup plus agréable à regarder qu'une simple image fixe avec des textes passants. Autre précision, je ne vais dire les noms des chapitres qu'en japonais dans un premier temps, la signification viendra plus tard, durant le chapitre, car cela donne des indices et peut en partie surprendre durant l'enquête. Il existe un menu indice déverrouillant du contenu à chaque fin de chapitre d'un jeu, qui apporte du lore et des précisions. Je n'en parlerai que peu, voire pas du tout, par souci de temps. Le but n'est pas d'entrer à fond dans les détails, mais surtout de comprendre la globalité de l'histoire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite la bienvenue dans cette longue vidéo dans laquelle nous allons enquêter sur l'histoire et les secrets du premier chapitre de Higurashi no Nakukoro ni Onikakushi. Onikakushi, tout premier chapitre de Higurashi, débute en l'an 58 de l'ère Showa, soit en 1983. Un texte étrange se déroule accompagné de bruits sanglants. Le narrateur parle de la confiance qu'il avait transmise à quelqu'un, chose qui n'a pas été réciproque. Une certaine folie se dégage de ces mots. Les bruits de chair laissent place au grincement d'un train en marche. Nous y découvrons le protagoniste de cette histoire, Keiichi Maebara. Ce dernier était parti avec ses parents à Tokyo afin d'assister à des funérailles. Ils sont désormais de retour, là où ils viennent d'emménager, le village d'Inamizawa. Le jeune garçon commence sa journée, sa mère remarque que depuis leur arrivée dans le village, Keiichi est plus lumineux, il semble se porter mieux. La mère presse ensuite son fils, qui doit partir rejoindre une amie pour les cours, Rena. Elle lui demande aussi de remercier la jeune fille pour les légumes qu'elle a apportés. Sorti, Keiichi rejoint Rena, remarquant qu'elle n'est jamais en retard, tout son contraire, et qu'elle l'attend toujours malgré tout. Il s'amuse à lui dire que si un jour les rôles s'inversaient, lui partirait devant elle. Voyant son visage se troubler, Keiichi se reprend, ce qui rassure son amie, rougissante. Il la remercie ensuite de la part de sa mère et lui demande si c'est elle ou sa mère qui a préparé les légumes saumurés. Cette question semble inquiéter Rena, pensant que l'assaisonnement n'était pas bon. Keiichi en profite pour la taquiner à nouveau, jusqu'à ce que Rena révèle les avoir faits, le jeune garçon répondant qu'ils étaient délicieux. Sa camarade rougit encore, puis le duo se dépêche de rejoindre leur autre amie, Mion. Elle et Keiichi critiquent le retard habituel de l'autre, puis Mion reprend en disant qu'ils ne s'étaient pas vus depuis quelque temps. Keiichi lui répond que cela ne fait que 2 jours, elle répond alors en rigolant qu'il était plus mignon auparavant, tout en regardant son entrejambe. Les deux rigolent sur ça, poussant le vice toujours plus loin, ce qui gêne Rena. En continuant leur chemin, Mion demande comment était la ville, et s'il a pu trouver ce qu'elle lui avait demandé. Keiichi lui répète à nouveau qu'il y était pour des funérailles, et non pour s'amuser, et qu'il n'avait pas le temps d'aller chercher des jeux. La jeune fille semble fan de jeux, elle et Keiichi ayant un fort esprit compétitif. Voyant son caractère joueur, Rena propose qu'ils rejoignent leur club. Cela ne fait qu'à peine 1 mois que Keiichi a emménagé, et pourtant, il se sent comme chez lui. Il veut encore faire de son mieux pour montrer qu'il se sent intégré pour ses amis. Du fait de la petite taille du village, l'école d'Inamizawa ne compte qu'une 30aine d'élèves, tous répartis dans une seule classe mélangeant tout âge et niveau. Mion essaye de laisser Keiichi entrer dans la classe en premier, mais le jeune garçon, se doutant qu'il s'agit d'un piège, fait le prudent, remarquant un effaceur placé en hauteur sur le rebord de la porte. Trouvant cela trop visible, il continue de scruter et remarque des punaises scotchées sur la poignée. Fier de lui, il évite les pièges, mais s'en prend un dernier, se trouvant au niveau de sa cheville, le faisant chuter.
L'instigatrice de ces pièges se révèle être une petite fille nommée Satoko Hojo. La petite est fière d'elle, se moquant de Keiichi d'un ton aisé, limite hautain. Toujours à terre, il se fait reconforter par une autre petite fille, Rika Furude, beaucoup plus calme et mature. Elle profite pour lui dire que Satoko se sentait seule sans lui, ce à quoi la petite fille se met à bouder. Voyant cette scène, Rena fond en la trouvant si mignonne. La journée bien entamée, la professeure est occupée avec les plus jeunes. Rena et Mion, les plus âgés, devaient travailler seuls. Keiichi, venant de la ville, a plus de facilité, lui permettant d'aider ses amis. Lors du repas sonnant, le petit groupe composé de Rena, Mion, Satoko, Rika et Keiichi se regroupe afin de partager leur repas. Rika et Rena se révèlent être de grandes cuisinières, puis Mion se moque de Satoko, incapable de discerner le chou-fleur du brocoli. Keiichi rejoint Mion pour se moquer de la petite fille, la faisant pleurer et se réfugier chez Rena, qui, dans une transe de mignonnerie, frappe le duo. La journée terminée, trop tôt selon Keiichi, le petit groupe peut rentrer chez eux. Toujours en compagnie de Rena, cette dernière lui demande s'il est disponible le lendemain. Surpris de cette demande, Keiichi et Mion rigolent, la façon de dire la chose ressemblant à une proposition de date. Au final, la jeune fille voulait lui proposer qu'elle lui fasse un tour du village, étant toujours nouveau. Keiichi accepte, blaguant sur le fait d'abandonner Mion derrière, cette dernière s'emportant, disant être celle ayant eu l'idée, et qu'elle dira qu'elle les a vus entrer tous les deux dans un love hotel. Rena, toute contente, l'assomme, puis part, planifiant de préparer plein de choses à manger afin de pique-niquer. Le lendemain, Keiichi rejoint ses amis avec de nouveau du retard. Il retrouve Mion et Rena, cette dernière a préparé une énorme quantité de nourriture, ce qui ne manque pas de lui plaire. Il décide alors de se mettre en route, mais quelque chose surprend le jeune garçon. Tous les inconnus qu'il croise le connaissent. Mion lui explique qu'Inamizawa est un petit village et que tout le monde se connaît. Ainsi, il leur suffit de remarquer un nouveau visage pour de suite savoir qu'il s'agit de la personne ayant emménagé récemment. Les filles ne dérogent pas à la règle, connaissant tous les habitants, elles aussi. Décidant que c'est le bon moment pour se poser et manger, les filles proposent d'aller à un endroit avec une meilleure vue. Le trio gravit de longs escaliers en pierre dans l'enceinte d'un temple, le temple Furude. C'est ici même que se déroulera le festival du village dans peu de temps, Watanagashi, la fête de la purification du coton, dont le but était autrefois de célébrer la fin de l'hiver. Subitement, Rika et Satoko débarquent, se joignant au groupe, ce qui explique la grande quantité préparée par Rena. À nouveau, Satoko et Keiichi se battent, cette fois-ci pour de la nourriture. Une fois le repas terminé, tout le monde complimente Rena pour ses talents de cuisinière, en particulier Rika, qui sait comment faire fondre son ami, cette dernière lui préparant une pomme en forme de lapin. Afin d'obtenir la même chose, Satoko joue les filles mignonnes, gagnant à son tour une pomme, puis met au défi Keiichi et Mion de faire la même chose. Le jeune garçon tente alors de charmer son ami en lui disant savoir lequel des plats elle a vraiment cuisiné et non juste décongelé, car il porte son odeur. À ces mots, Rena se pétrifie, devenant toute rouge avant de lui déverser tout un déluge de lapin en pommes. Fier de sa victoire, le jeune garçon ne fit pas attention à la petite Rika, qui retirait son cure-dent de son lapin, disant à Rena qu'elle veut les sauver. En nouvel état de transe intense, Rena récupère tous les lapins, ainsi Rika se déclare elle et Satoko gagnantes. Le soleil commence à se coucher, le groupe se sépare, et tandis qu'il regarde Mion partir, Keiichi dit à Rena qu'il n'a pas envie de rentrer chez lui. Sur ces mots, Rena lui propose de faire un petit détour, l'emmenant dans un ancien chantier de construction, servant aujourd'hui de décharge qu'elle considère comme une île au trésor. Tandis qu'elle fouille dans les objets jetés, Keiichi l'attend, puis se fait surprendre par un homme, un photographe touriste disant s'appeler Jiro Tomitake. Il explique venir à Inamizawa de temps en temps afin d'y prendre des photos des oiseaux du coin. Au loin, Rena appelle Keiichi, ce qui surprend Tomitake, demandant ce qu'elle fait. Le jeune garçon dit en plaisantant qu'elle doit sans doute vérifier le corps qu'elle a démembré. Sur ces paroles, l'homme semble mal à l'aise, disant que c'était une sale histoire et que la police n'a toujours pas trouvé le deuxième bras. Au même moment, Rena débarque, ainsi Tomitake préfère les laisser tranquilles. Cette histoire a attiré la curiosité du jeune garçon, demandant alors à Rena ce qu'était cet endroit. Il paraît qu'un barrage était en cours de construction. Voulant en savoir davantage, il pose quelques questions, mais son ami se braque alors et répond simplement un « j'en sais rien ». Bref, froid. Mais voyant l'expression de Keiichi, elle enchaîne en disant avoir emménagé ici il y a tout juste un an, ne connaissant donc pas les détails de l'histoire. Pour autant, il se pose quand même des questions sur cet événement. Le lendemain, à l'école, Keiichi parle à Mion et Rika de l'étrange passion de Rena, le fait de fouiller dans les détritus. Voulant en apprendre davantage sur le lieu, Keiichi pose la question et apprend que c'était le chantier d'un barrage dont le projet est abandonné.
Le but était de créer un lac artificiel, ce qui aurait eu pour conséquence d'inonder le village et ses environs. Ainsi, les habitants se sont unis et ont protesté, parvenant à annuler le projet. Rena et Satoko arrivent au même moment, les filles changent alors de sujet et invitent Keiichi à passer l'examen d'entrée dans leur club de jeu. Ce club a pour but de rassembler tous les amis autour de différents jeux, avec pour subtilité que le perdant a un gage relativement humiliant. Ainsi, chacun doit vraiment jouer en utilisant tous les moyens possibles pour gagner. Le jeu du jour sera un pouilleux, le perdant devra se faire dessiner sur le visage. Tandis que le jeu commence, Keiichi est dérouté par l'aisance des filles, mais très vite il comprend la subtilité. Les cartes sont en mauvais état, ainsi elles parviennent à savoir quelle carte est laquelle via l'usure apparente. En parvenant à lire l'expression sur le visage des filles, et en faisant de fausses marques, il parvient à les duper. Malgré qu'il était condamné dès le départ, il est quand même content d'avoir pu se montrer malin. Pour s'amuser, Mion lui propose un duel afin de lui laisser une chance. Il doit deviner laquelle des deux cartes qu'elle tient est le joker. Après un certain temps de réflexion afin de voir dans le jeu de son ami, Keiichi fait son choix mais se trompe. Pour autant, les filles sont impressionnées de ses efforts, l'acceptant comme membre du club. Étant le perdant, il doit se faire dessiner dessus par Mion, la gagnante. À peine les cours se terminent que Rena s'éclipse afin de se rendre à la décharge pour y récupérer une statuette de mascotte de fast-food. Keiichi en profite pour essayer d'en apprendre plus sur l'histoire du barrage. Mion lui explique que c'était la guerre. Les manifestants bloquaient les machines, les hauts placés du village sont même allés à Tokyo pour rencontrer les ministres, jusqu'à obtenir l'annulation du projet. Il demande alors s'il n'y a rien eu, pas de blessés ni de morts, ce à quoi Mion répond d'un coup qu'il n'y a rien eu, mettant un terme à la discussion de la même manière que Rena. Elle salue ensuite Keiichi et s'en va. De retour chez lui, il ressent une certaine tension, et pour cause, son père, un peintre, est en panne d'inspiration alors que les deadlines approchent. Sa mère lui propose alors de se promener un peu, étant donné qu'ils ne dîneront pas tout de suite. Se rappelant de l'objectif de Rena, Keiichi décide de se diriger vers la décharge, au cas où elle aurait besoin d'aide, et peut-être il pourrait tomber à nouveau sur Tomitake. Il remarque rapidement Rena, galérant à extraire la statue coincée. Il tente de l'aider, mais sans outils, comme une hache ou une scie, la tâche semble très difficile. À force d'efforts, il finit par se poser, épuisé. Rena lui propose de rapidement passer chez elle afin d'apporter à boire. Tandis que la jeune fille n'est pas là, Keiichi en profite pour fouiller un coin qu'il avait remarqué, contenant de vieux journaux. Il voulait en apprendre davantage sur cet événement, sur cette tragédie dont parlait Tomitake. Et comme malheureusement les filles ne voulaient rien dire, cela l'intriguait encore davantage. Il finit par trouver un journal avec pour grande ligne un ouvrier lynché sur le barrage de Inamizawa, mort par démembrement. Il plonge rapidement dans l'article, apprenant que la victime était le chef de chantier, un homme coléreux qui mettait la pression sur ses ouvriers. L'homme a été massacré à coups de hache et de pioche, sa tête, ses bras et ses jambes se faisant trancher de son corps. Surpris par ce qu'il vient de lire, il l'est d'autant plus en remarquant derrière lui Rena, tenant une hache dans ses mains. La jeune fille, surprise à son tour, laisse tomber l'outil tout en s'excusant, ne voulant pas effrayer son ami. La nuit tombant doucement, et pris de fatigue, Keiichi propose de continuer demain. Après avoir bu le thé apporté par Rena, le duo décide de rentrer. Mais discrètement, Keiichi cache quelques journaux sur lui. Le jour suivant, les élèves ont cours de sport avec pour subtilité qu'ils doivent se dépenser comme ils le veulent, tant qu'ils ne sortent pas de l'école. Le club décide alors de jouer aux zombies, un peu comme le jeu de chat. Tous ceux parvenant à ne pas se faire toucher avant la fin de la séance gagnent. La personne devant chasser les autres est choisie aléatoirement via des questions. Mion en pose justement une salace à Satoko qui ne parvient pas à répondre. Le groupe se divise et se cache, mais la jeune fille demande à des élèves où se trouve Keiichi. Il tente de contre-attaquer en disant à des élèves que les parents de Satoko sont devant le portail et que la prof demande à voir Mion devant ce même portail. Ayant trouvé une nouvelle cachette, il comprend que la jeune fille essaye aussi de le piéger. Passe alors Rena et Rika, révélant que Mion s'est fait attraper. Cependant, Rika l'est aussi, mais ment à Rena, jusqu'à ce que cette dernière remarque Keiichi, ce qui attire par la même occasion Mion et Satoko, et Rika, qui laisse s'échapper Rena. Il est rapidement attrapé, puis parvient à acculer Rena, qui tente de le raisonner en lui disant qu'il ne lui fera pas de mal, ce qui lui fait gagner du temps jusqu'à ce que la sonnerie retentisse, annonçant la fin du jeu. Rena sort gagnante, tout comme Mion, qui faisait croire d'être un zombie. De retour chez lui, Keiichi se prépare pour aller aider Rena et croise sur le chemin Tomitake. Ce dernier lui demande sa relation avec la jeune fille, l'ayant vue se promener avec une hache tout en ricanant, ce que Keiichi interprète comme de la joie du fait d'aller récupérer la statue.
Il rigole en disant qu'elle doit sans doute chercher de nouvelles victimes et qu'il ferait mieux de l'éviter, ce qui fait rire le photographe. À son tour, il demande si c'est sa façon à lui de mettre en garde un étranger comme lui, après quoi il part en rigolant. Le jeune garçon rejoint alors son ami à la décharge. Il prend alors la hache pour commencer à libérer la statue, puis se pose, fatigué. Il discute avec Rena, demandant d'où elle vient, étant aussi nouvelle ici. Elle lui dit avoir habité dans le Kanto, dans un coin rural, mais pas autant que Inamizawa. Alors qu'il lui demande pourquoi elle a déménagé, elle évite la question en lui posant la même, ce à quoi il explique que son père est peintre et voulait avoir son atelier. Il dit aussi en avoir marre de la ville et que changer d'école était tranquille. Alors qu'il reprend sa tâche, il repense à l'article, se disant que la hache qu'il utilise n'est pas faite pour couper les gens. Finalement, il parvient à libérer la statue, mais casse malencontreusement un des bras, ce qui ne dérange pas Rena, heureuse d'avoir pu obtenir cet objet. Le duo porte leur trophée jusqu'à chez elle, l'enroulant dans un drap. Il se dit qu'ils doivent avoir l'air louche à porter quelque chose de la taille d'un humain, alors qu'elle tient une hache, espérant ne pas tomber sur Tomitake, surtout au vu de sa réaction à sa blague. À l'école, ils discutent de la passion de Rena et du fait que son jardin soit rempli de babioles. Puis Rika revient en classe, étant une membre du comité du festival Watanagashi. Ce festival est similaire à celui des lanternes flottantes, à l'inverse qu'ils utilisent le coton de vieux futon afin de les remercier pour leur chaleur durant tant d'années. Le groupe planifie de s'y rendre comme chaque année, y faisant différents jeux. Plus tard, durant le temps du club, c'est Mion qui perd au jeu, ayant pour gage de caresser la tête du directeur, ce dernier étant sensible quant à son crâne chauve. Mais plus subtil, il est un maître d'arts martiaux. Mion part s'exécuter en lâchant un cri de guerre, suivi de bruits violents au loin. La jeune fille finit par revenir, abattue, puis s'effondre. Rena est la perdante du prochain jeu, devant parler comme une maid, ce qui plaît beaucoup à Keiichi. Elle perd aussi le suivant, devant enlever un vêtement d'en haut et d'en bas, révélant qu'elle porte sa tenue de sport, au grand désespoir du jeune ado. Satoko perd le prochain, devant parler comme une petite sœur, puis Mion perd à nouveau, devant porter un maillot de bain scolaire. Rena perd une troisième fois et doit poser la tête du vainqueur sur ses genoux, qui est évidemment Keiichi, puis c'est Satoko qui doit obéir au garçon, tout en l'appelant toujours Oni-chan, puis c'est finalement Rika qui perd, devant porter des oreilles de chat, un collier et une queue. Au fur et à mesure, Keiichi s'annonce comme le grand gagnant. Les filles s'unissent donc autour de Rena, en lui disant que si elle bat Keiichi, elle pourra emmener Rika chez elle. Immédiatement, le jeune garçon perd et se voit subir un gage atroce, tout. Il doit subir tous les gages qu'il a proposés. Les cours terminés, Rena part avec sa récompense, Rika, et Mion et Keiichi tombent sur Tomitake. Il le félicite d'être entouré d'autant de filles. Mion semble le connaître, lui demandant comment il va et s'il va rester pour le festival, ce qu'il répond à l'affirmative. Les jeunes filles expliquent qu'il vient à Inamizawa 2-3 fois par an pour y photographier la vie locale et les oiseaux, ce que Keiichi doute. Il pense qu'il vient pour une autre raison, n'osant pas dire que cela pourrait être en lien avec l'affaire de démembrement. Mion dit penser la même chose, mais de façon qui ne perturbe en aucun cas Keiichi, ce qui justement le rassure concernant cet homme, puis le duo se sépare. Nous sommes quelques jours plus tard, dimanche, le jour du festival Watanagashi. Le club ne s'était pas rassemblé depuis la dernière fois, Rika et Mion étant occupés avec les préparatifs du festival. Mais aujourd'hui est un grand événement pour eux, surnommé la bataille explosive sur 5 fronts en pleine fête de la purification du coton. Rena arrive chez Keiichi, puis le duo part rejoindre Mion afin de retrouver Rika et Satoko qui sont déjà sur place. Le temple Furude est bondé, plus de la moitié du village ainsi que d'autres des alentours sont présents. Ils trouvent alors Satoko et Rika, cette dernière habillée en tenue de prêtresse. Le groupe commence leur activité, faisant des concours de nourriture, chacun usant de sa propre stratégie pour manger le plus rapidement possible. Fatiguée de ces jeux, Rena propose de chercher la chose la plus mignonne et décider du gagnant. Tout le monde part, sauf Rika et Keiichi. Mion et Satoko reviennent montrant des objets, puis c'est au tour de Rika qui lui fait un sourire, lui assurant quasiment la victoire. Quant à Keiichi, il emmène Rena, seule, derrière le temple. Plus tard, ils reviennent, et Rena semble complètement dans la lune et surexcitée. Se demandant s'il ne lui a rien fait de louche, les filles s'avancent vers Rena, cette dernière disant que son petit phoque était tout mignon. Sautant sur les conclusions hâtives, Satoko et Mion attaquent Keiichi. Rika arrive alors et montre le porte-clés de sa poche. Leurs petits jeux sont interrompus par un flash, Tomitake. Tout le monde le salue. Le voyant si heureux, Keiichi lui demande pourquoi il n'emménage pas à Inamizawa. Tomitake lui sourit et lui dit qu'il aimerait bien, sous-entendant que cela n'est pas possible.
Le groupe, accompagné de Tomitake, continue de faire des jeux, notamment du tir à la carabine, où se trouve une grande peluche d'ourson que désire Rena. Tout le monde essaye de la gagner, mais cela semble impossible avec le temps de recharge. Mais Keiichi a une idée et demande que ces 3 tirs soient sur 3 carabines prêtes, ce qui lui permet d'avoir une plus grande cadence de tir et de gagner la peluche qu'il tend à son ami. Rena lui plonge dessus, lui faisant plein de bisous, ce qui rend heureux Keiichi, qui se dit que malgré qu'il n'y ait pas grand chose au village, il y a beaucoup de choses qu'il n'aurait pu avoir autre part. C'est le moment du final du festival, Rika doit alors se préparer. De son côté, Tomitake part chercher un bon spot pour prendre des photos. Satoko et Mion partent devant, tandis que Rena se perd dans la foule mais se fait rattraper par Keiichi. Les 4 trouvent une place devant et admirent Rika faire sa danse rituelle, ouvrant ensuite des futons à l'aide d'une houe. Une fois cela fait, tout le monde suit le prêtre Shinto portant les futons en direction du fleuve proche. Alignés, les gens reçoivent des bouts de coton. Keiichi mime Rena en touchant le coton avec son front, sa poitrine, son nombril et ses 2 cuisses 3 fois de suite avant de remercier la déesse Oyashiro-sama, la gardienne d'Inamizawa, apportant miracle comme malheur. Rena explique que cela permet d'aspirer le mal hors du corps. Il laisse ensuite le coton flotter sur la rivière, ce qui conclut le rituel. Keiichi est content, se sentant désormais comme un véritable habitant du village de Inamizawa. Quoi qu'il en soit, Keiichi finit par être séparé de Rena. Il entend alors Tomitake et le découvre avec une femme blonde. Elle le reconnaît, mais lui ne se souvient pas de son nom. La femme lui demande alors s'il se sent comme un vrai habitant du village après le festival, mais Keiichi n'en est pas certain. Pour autant, il souhaite en apprendre plus sur le passé de Inamizawa, sur l'incident du barrage, sur le bon comme le mauvais. Tomitake lui explique alors ce qu'il sait. La décision de commencer le projet du barrage date d'il y a 7 ou 8 ans. À ce moment-là, la création de barrages permettait de résoudre différents problèmes au travers du pays, et Inamizawa se trouvait sur un terrain parfait. Mais cela aurait complètement englouti la zone sous les eaux. Il y eut des manifestations et cela arriva jusqu'à la diète nationale, révélant différents scandales aux yeux du jour. Au final, les choses étaient devenues trop compliquées et le projet fut abandonné. Repensant à cette histoire du démembrement et surtout au silence de ses amis, Keiichi posa la question. Tomitake était au village le jour du meurtre, 4 ans plus tôt, le soir du festival Watanagashi. Cet incident fut l'élément annulant définitivement le projet du barrage. Les détails apportés par l'homme sont les mêmes que ceux lus dans le journal. 6 assaillants ayant divisé le corps en 6 parties, avec un des derniers criminels toujours en liberté, tout comme le dernier bras de la victime qui n'a toujours pas été retrouvé. Pour autant, Keiichi ne comprend pas pourquoi Rena ni Mion ne voulaient lui parler de cet incident, peut-être pour lui éviter d'avoir une mauvaise impression du village, se dit-il. Tomitake continue en disant que les villageois attribuent cela à la malédiction de la déesse Oyashiro. La femme enchaîne en disant que les plus jeunes doutent de cette théorie, disant que les anciens y croient depuis très longtemps. Cependant, aujourd'hui davantage de jeunes croient en cette malédiction, et pour cause, depuis cet incident, quelqu'un meurt chaque année le jour du festival Watanagashi. L'année suivant le démembrement, un habitant qui soutenait le projet du barrage est tombé d'une falaise, là où il était en vacances, et fut retrouvé mort. Le corps de sa femme présente avec lui ne fut jamais retrouvé. Les anciens pensent que la malédiction de la déesse Oyashiro les a punis pour avoir soutenu le projet du barrage. L'année d'après, c'est le prêtre du temple Shinto qui mourut subitement de maladie, sa femme se noya dans le marais du village le même soir. Les villages pensent qu'ils ont subi la malédiction car ils n'ont pas pu apaiser la colère de la déesse. La 4e année, le corps d'une habitante fut retrouvé, elle était de la même famille que les personnes supportant le projet, mortes la 2e année. Keiichi a écouté attentivement, et bien qu'il ne soit pas superstitieux, il trouve qu'il est difficile de croire que ce ne sont que des coïncidences. Il pense que quelqu'un ou quelque chose répète ces incidents chaque année. Le jeune garçon demande qu'ils enchaînent sur l'incident suivant, mais justement, le dernier meurtre date de l'année dernière, et aujourd'hui, c'est le jour du festival. Ainsi, bien que personne n'en parle, tout le monde croit que la malédiction va frapper ce soir, à nouveau. Une rumeur se diffusait disant que ne pas assister au festival pourrait attirer les colères de la déesse Oyashiro, raison pour laquelle il y a autant de monde ce soir. Que ce genre de croyance se balade encore de nos jours choque Keiichi. Il apprend que la police traite chaque cas de façon séparée, mais que des forces sont placées pour assurer la sécurité du festival. Le jeune garçon réalise que ses amis ne voulaient pas en parler, dans l'espoir que rien ne se passe aujourd'hui et que les incidents seraient oubliés. Les 2 adultes tentent de rassurer Keiichi en lui disant que tous les incidents ont été résolus par les enquêteurs et qu'il n'y a aucune raison de croire en la malédiction. Les coupables du démembrement ont presque tous été attrapés, la chute était due à un accident, la mort du prêtre était due à trop de stress, sa femme s'est ensuite
D avait laissé une lettre disant se sacrifier pour calmer la déesse, et la personne ayant tué l'habitante a aussi été capturée. Il pense que rien ne se produira ce soir, et en plus, Keiichi étant nouveau et aimant le village, il n'a rien à craindre de la déesse, ce qui le rassure. Les filles retrouvent finalement Keiichi et déclarent Tomitake comme perdant du dernier jeu. Mion prend un marqueur et au lieu de lui dessiner sur le visage, elle note un encouragement sur son t-shirt. Rena fait de même et son ami dit qu'il doit garder le vêtement jusqu'à chez lui. Cela fait rougir l'homme qui leur promet de porter ce même t-shirt l'année prochaine. Les deux adultes le saluent et s'en vont. Il se fait tard, Rika a encore à faire, Satoko reste donc avec elle, tandis que le trio restant rentre chez eux. De retour chez lui, sa mère lui dit être déçue de ne pas avoir pu assister au festival à cause de son mari. Le lendemain, le groupe se retrouve à l'école, leur enseignante Madame Si leur parle du festival, leur indiquant notamment que des journalistes viendront faire des reportages sur Watanagashi et que donc les enfants devront faire attention à ne pas inventer d'histoire. Ce point interpella Keiichi, faisant le lien avec les délires de malédiction. Après les cours, le club se rassemble pour faire leur jeu habituel. Mais au bout d'un moment, Madame Si dit à Keiichi que quelqu'un l'attend devant l'école. Surpris, il décide d'aller voir et découvre un homme à l'âge avancé qui lui est inconnu. Ce dernier lui propose d'aller discuter dans sa voiture car il a la clim. Le jeune garçon lui demande ce qu'il lui veut. L'homme lui sort alors une photo, celle d'un homme, qui avait d'inscrit le nom de Keiichi sur son t-shirt. Il s'agissait de Tomitake. L'homme enchaîne avec une photo de Takano et commence à lui poser des questions. Il demande notamment s'il a déjà entendu parler de la malédiction de la déesse Oyashiro. Cela déroute Keiichi, mais le jeune garçon l'est d'autant plus quand l'homme lui révèle que Tomitake est mort hier, c'est-à-dire le soir du festival Watanagashi. Le corps a été retrouvé dans un fossé près d'une route, à la sortie du village, à un endroit sombre. Pensant d'abord à un accident, il s'avère que sa gorge a été tranchée, non pas par un couteau, mais avec ses propres ongles. Tomitake s'est mis à se gratter la gorge jusqu'à percer la peau, puis une artère, se vidant et s'étouffant dans son sang. Plus troublant, l'autopsie ne révèle aucune trace de drogue ou de substance, rien. Avant son décès, il semblerait qu'il était dans un état de nervosité et d'anxiété extrême. Il s'était servi d'un bout de bois pour frapper tout autour de lui et il portait des blessures indiquant qu'il s'était fait agresser par un groupe d'individus. Takano, quant à elle, est portée disparue. L'homme explique parler à Keiichi car les habitants ne l'aideront jamais. Ils diront que Tomitake est mort à cause de la malédiction. Le jeune garçon, lui, ne croit justement pas en cette superstition. Ainsi, l'homme lui demande de le prévenir de toute chose louche pouvant arriver les prochains jours et lui passe son numéro de téléphone. Il demande ensuite qu'il n'en parle à personne, surtout pas à Mion ou à Rika, ce qui surprend Keiichi, craignant que ses amis soient impliqués. Mais l'homme lui révèle qu'il est possible que tout le village soit complice dans des affaires louches. Il explique qu'un lien semble se former entre toutes les victimes, pouvant être des ennemis du village. Notamment, le prêtre et sa femme avaient refusé de participer au conflit de la guerre du barrage, se faisant mal voir par les fidèles. Et justement, il pense que si au départ les victimes étaient de vrais ennemis du village, désormais le simple fait de ne pas être suffisamment impliqué dans la vie locale pourrait être mal vu. Les Sonozaki étaient les fers de lance du mouvement anti-barrage, et Mion s'était déjà fait arrêter plusieurs fois, possédant un sacré casier judiciaire. Finalement, Keiichi accepte de ne rien dire et d'apporter de futures infos à l'homme, se présentant comme l'inspecteur Oishi du commissariat d'Okinomiya. Il termine en rassurant Keiichi, lui disant de ne pas soupçonner ses amis, de faire comme d'habitude, mais de juste laisser ses sens se balader. En retournant à l'école, Keiichi est tendu. Il vient d'apprendre la mort de Tomitake, mais en plus, le village et son ami Mion pourraient être impliqués. À l'école, le jour suivant, Keiichi était épuisé, repensant à tout ce qu'avait dit Oishi. Tandis qu'il s'assoupit sur sa table, il perçoit une conversation des filles. Elles parlaient de la mort de Tomitake. Il se met alors à les espionner. Mion parle d'une autre personne, disant qu'elle pourrait s'être fait enlever par les démons, et que le maire s'est arrangé avec la police pour étouffer l'affaire. Rena semble stressée, craignant d'être la prochaine victime, mais Mion la rassure, puis propose d'arrêter de parler de ça. Cette mention, enlevée par les démons, perturbe Keiichi. À la fin de la journée, Mion part précipitamment alors qu'il jouait, disant devoir aider son oncle. Rika et Satoko partent alors de leur côté, tandis que Rena et Keiichi rangent la classe. Ce dernier tombe sur des cartes de jeu portant les noms de tout le monde, ainsi que d'un certain Satoshi.
Se posant des questions, il décide de demander à Rena qui était ce garçon, mais elle lui dit ne pas l'avoir connu longtemps. Sur le chemin du retour, Keiichi décide de confronter son amie, lui demandant si elle ne lui cacherait pas quelque chose. Rena dément cela, mais Keiichi lui dit que c'est un mensonge. Rena change alors d'expression, demandant si ce n'est pas lui qui leur ment et leur cache des choses. Le jeune garçon dément à son tour, mais Rena l'insulte de menteur, lui disant l'avoir vu discuter avec un homme dans une voiture. Keiichi dit que cela n'avait rien à voir avec elle, mais Rena se met à hurler que c'est un menteur. Surpris, il ne reconnaît plus son ami. Elle finit par s'approcher, lui disant que chacun veut pouvoir garder ses secrets avant de redevenir normal et de s'en aller. Libéré de la pression, Keiichi tombe à terre, se demandant qui était cette fille possédant les traits de son ami. Repensant à cet événement chez lui, sa mère l'appelle, lui disant que la librairie voudrait lui parler. Il s'agit en réalité d'Oishi. Keiichi lui demande ce qu'est être enlevé par les démons. Cette expression de Inamizawa signifie se faire kidnapper. Au Japon, l'expression kamikakushi est utilisée, voulant dire littéralement enlevé par les dieux, kami signifiant dieu. A l'inverse, onikakushi signifie enlevé par les démons, oni signifiant démon. Et pour cause, autrefois, le village de Inamizawa était réputé pour être habité par des démons. Keiichi dit aussi avoir entendu que l'enlèvement allait de pair avec la malédiction, ce qui surprend Oishi, se demandant si l'assassin en fuite du tout premier meurtre ne se serait pas fait enlever par les démons justement. L'année suivante, seul l'homme ayant chuté fut retrouvé mort. Sa femme, elle, fut portée disparue, tout comme la femme du prêtre qui n'a jamais été retrouvée. Et cette année, c'est la petite amie de la victime, Takano, qui a disparu. La 4e année, la victime fut tuée par un toxicomane ayant avoué le meurtre avant de se suicider avec une cuillère. Un des enfants vivant avec la victime fut porté disparu, un certain Satoshi Hojo. Keiichi est donc assis à la place de la personne ayant été enlevée par les démons l'année précédente. Chose étrange, Rena semblait aussi certaine d'être la prochaine victime de la malédiction. Oishi propose d'aller se renseigner sur elle, tandis que lui pourrait faire attention à son ami. Subitement, le père de Keiichi toque à sa porte. Ce dernier raccroche et ouvre à son père, qui porte un plateau avec 2 tasses de thé et des gâteaux. Surpris, Keiichi lui demande pourquoi il lui apporte ça. Son père révèle que Rena est passée, qu'il vient tout juste de la croiser, repartant avant qu'il ne puisse apporter son plateau. Cela fait presque 1 heure qu'elle était montée, écoutant derrière la porte la conversation que Keiichi avait avec Oishi. Le réveil fut difficile pour Keiichi à tel point qu'il décide de ne pas aller à l'école. Dans la journée, il se rend à la clinique du village et tandis qu'il allait repartir, il entend une expression bien précise, enlevé par les démons. Des personnes parlent de la disparition de Takano. Une fois encore, l'ombre de la malédiction traîne derrière Keiichi. Sur la route, il croise Oishi qui l'invite à aller manger à Okinomiya. Durant le trajet, l'inspecteur lui dit être convaincu que Tomitake a été drogué, bien que rien ne soit trouvé dans son organisme. Ils arrivent dans un restaurant atypique, où les serveuses ont des uniformes particulièrement révélateurs. Oishi raconte qu'autrefois, Inamizawa s'appelait Onigafuchi, l'abysse des démons. Le même nom que le marais du village dans lequel s'est jetée la femme du prêtre. Les habitants croyaient que ce marais était relié au royaume des démons. Ils le vénéraient car les démons étaient vus comme des sages pouvant soigner les habitants, bien qu'ils étaient cannibales. Ces démons descendaient régulièrement chasser leurs victimes au village, une seule proie choisie à l'avance. Pour ne rien risquer, il ne fallait surtout pas venir en aide à la victime. Cette union de tous les démons fait écho au rassemblement du village durant la guerre du barrage. Oishi continue en expliquant les liens des victimes avec le groupe d'amis de Keiichi. Mion avait agressé le chef de chantier, le couple favorable au projet était les parents de Satoko, le prêtre et sa femme étaient les parents de Rika, et la femme battue était la tante de Satoko, tout comme le frère de la petite fille, Satoshi, a été emporté par les démons. Quant à Rena, avant de déménager à Inamizawa, elle s'était faite renvoyer de son école ayant détruit toutes les vitres. Elle racontait que la déesse Oyashiro venait la voir la nuit. Ainsi, elle retourna à Inamizawa, étant originaire du village. Sur le chemin du retour, l'inspecteur explique partir en retraite l'année prochaine. Il veut donc résoudre cette affaire avant de partir. Keiichi se sent mal, il a l'impression d'être une proie, d'être la future victime de la malédiction. Tandis qu'il se trouve chez lui, il reçoit un appel de Mion, lui disant qu'elle et Rena sont inquiètes et aimeraient lui rendre visite pour lui apporter des gâteaux de riz. 10 minutes plus tard, les filles arrivent.
Rena dit avoir caché un gâteau préparé par elle, mais tente au défi Keiichi de le trouver. Avant de partir, Mion demande à Keiichi ce qu'il a mangé à midi. Le jeune garçon regarde le visage terrifiant de son ami et répond avoir mangé dehors. Elle révèle savoir qu'il a mangé avec un homme d'âge mûr et qu'il avait l'air secoué par ce qu'il racontait. Mion sait tout ce qu'il se passe par ici. Pris de panique, Keiichi dit qu'ils n'ont pas parlé d'elle, mais évidemment, elle trouvait cette justification louche. Mion termine en disant qu'il n'y a rien qu'il puisse lui cacher, puis le duo s'en va. Alors que la porte se ferme, Mion se retourne, ordonnant à Keiichi de venir à l'école demain. Le jeune garçon est en panique, il ne comprend pas comment elles ont pu savoir cela. Il essaye de se rassurer sur sa conversation avec Oishi. Il a l'impression que le monde devient fou depuis qu'il est au courant de la malédiction. Essayant de se calmer, il décide de manger un des gâteaux. Alors qu'il mord dedans, il sent quelque chose, une aiguille. À nouveau en panique, il se met à jeter tous les gâteaux, puis monte se terrer dans sa chambre, inquiet quant à ce qu'il va lui arriver. Le matin est de nouveau difficile pour le jeune garçon, épuisé. Il se dit qu'il doit se tenir à carreau et tout oublier, ce qui le détend un peu. En compagnie de Rena, il se dit que peut-être il avait juste halluciné, mais alors la jeune fille lui demande s'il a mangé les gâteaux. Cette réponse fait trembler Keiichi, qui répond difficilement à son ami, craignant sa folie. Une fois en cours, il reste distant avec les filles. Depuis qu'il est au courant de certaines informations sensibles, il se dit que les filles craignent qu'il découvre un secret, ainsi elles le menacent pour le faire taire. Une certaine paranoïa l'envahit, soupçonnant les filles tout en voulant les croire innocentes. Il en conclut être naïf, croyant en la dangerosité de Rena et Mion. Ainsi, à la fin des cours, il part rapidement, craignant un complot. Au moment du dîner, il se décide à se défendre, en se rendant plutôt à l'école pour y récupérer une batte de baseball qu'il avait vue dans un des casiers. Il en profite pour laisser une trace écrite des événements que Oishi pourrait retrouver au cas où il devient victime de la malédiction. Keiichi se réveille complètement en alerte, se préparant rapidement pour rejoindre l'école le plus tôt possible. Tandis qu'il marche sur la route, il entend derrière lui un klaxon. En se retournant, il remarque un véhicule foncer vers lui à toute vitesse. Il parvient à l'éviter de peu, ne se faisant percuter que par le rétroviseur, le projetant sur le côté. Bien que la route soit très étroite, Keiichi réalise que peut-être le conducteur avait vraiment tenté de le percuter. Il arrive finalement à l'école, ouvrant le casier dans lequel se trouve la batte de baseball, qu'il cache rapidement derrière lui, car Rika et Satoko viennent d'entrer. Cette dernière ne remarque rien, mais Rika, elle, lui demande de ne pas perdre l'objet. Les cours terminés, les filles proposent à Keiichi de jouer, mais il les rejette et s'en va. Sur le chemin du retour, il ressent une sensation étrange, comme si quelqu'un le suivait, essayant de calquer ses pas sur les siens. Au bout d'un moment, il se met à hurler et voit alors Rena. La jeune fille ne voulait pas jouer, s'inquiétant pour son ami, mais celui-ci commence à s'énerver, lui demandant d'arrêter de le suivre et de passer devant. Après un certain temps, Rena s'exécute, mais s'arrête, demandant à Keiichi pourquoi il se balade avec une batte, comme le faisait Satoshi juste avant de disparaître. Ne comprenant pas et voulant obtenir des réponses, Keiichi attrape Rena par les épaules pour la retourner et remarque qu'elle n'est plus la même, redevenant cette inconnue. Elle reprend en disant que Satoshi a changé d'école, mais que lui ne le fera pas. Alors qu'il rentre chez lui, Keiichi ressent à nouveau la sensation que quelqu'un est derrière lui, étant certain d'avoir entendu ses cheveux, puis son soupir lorsqu'il demanda qui c'était. Il est certain qu'une jeune fille est derrière lui, aussi il se retourne en donnant de violents coups de batte, brisant le mobilier alentour. Sorti de sa démence, Keiichi est tiraillé entre croire en la malédiction ou au complot de ses amis. Le téléphone sonne, il s'agit de sa mère, lui disant qu'elle et son mari sont à Tokyo pour un projet de ce dernier. Ils ne rentreront que demain soir, ce qui signifie que Keiichi est seul. Il se met alors à faire croire que la maison est habitée, puis le téléphone sonne à nouveau. Il s'agit d'une voisine demandant si sa mère était là, et lui répond par mégarde qu'elle est absente. Le téléphone sonne encore, mais cette fois-ci, il s'agit de Oishi. Keiichi lui révèle croire que quelqu'un essaie de le tuer, et lui parle de l'aiguille. L'inspecteur lui dit que cela pourrait servir de preuve, et lui demande de la retrouver, mais malheureusement, elle ne se trouve nulle part. Il continue en lui parlant du véhicule manquant de le percuter, puis des intimidations de Rena, mais se fait couper par le bruit de la sonnette. Demandant à l'inspecteur d'attendre, il entr'ouvre la porte et remarque qu'il s'agit de Rena, lui demandant d'ouvrir afin qu'ils discutent. La jeune fille insiste, proposant même de cuisiner pour lui, sous-entendant qu'elle est au courant qu'il est seul ce soir. Keiichi dément cela, mais Rena insiste, lui demandant pourquoi il lui ment,
car elle l'a vu choisir son plat de ramen au magasin. Elle se met alors à passer ses doigts entre la porte pour défaire la chaîne, mais pris de peur, Keiichi se met à fermer la porte, coinçant les doigts de la pauvre fille dedans, qui se met à sangloter et lui demander pardon. Remontant rapidement pour reprendre le téléphone, le jeune garçon dit à l'inspecteur que Rena est suspecte. Oishi lui dit alors avoir poussé son enquête sur elle. Rena vivait à Inamizawa jusqu'à la primaire, où elle déménagea très loin, à Ibaraki. Plus tard, elle devint comme folle et brisa toutes les vitres de son école, disant que la déesse Oyashiro l'a poussée à faire ça. Cependant, il y a eu des victimes. Elle avait frappé plusieurs garçons avec la batte, notamment un perdit l'usage d'un de ses yeux. Mais malgré cela, personne ne porta plainte. Tandis que la pluie tombe, Keiichi remarque une silhouette dehors, celle de son ami, bougeant sans cesse ses lèvres, semblant dire « Je te demande pardon ». Le jeune garçon n'a presque pas fermé les yeux de la nuit, se barricadant dans sa chambre, tenant fermement sa batte en cas d'intrusion. Bien qu'il voulait continuer de se cacher chez lui, il est obligé de sortir s'il veut obtenir des preuves de la dangerosité de ses amis. Tandis qu'il fait des moulinets à la batte devant l'école, Rena arrive, croisant son regard, sans rien dire. Arrive alors Mion, qu'il rejette, mais la jeune fille semble vouloir lui dire quelque chose. Elle lui demande de tout arrêter, notamment de s'entraîner, car la batte ne lui appartient pas. Keiichi révèle tout savoir sur Satoshi et qu'il s'entraînait comme lui, demandant si c'est aussi un signe qu'il va subir la malédiction. Mion lui demande de ne pas parler de ça, car à l'inverse d'elle, beaucoup y croient. Elle continue en disant qu'elle et les filles ne voulaient rien lui cacher, mais Keiichi s'emporte, usant de mots violents qui la font sangloter. Tandis qu'il part vers l'école, Mion, toujours en pleurs, se met à jurer sur Oishi, disant qu'elle va le tuer. Le reste de la journée, les filles ne faisaient pas attention à lui. Ainsi, il part pour rentrer. Mais sur le chemin, les cigales d'habitude si bruyantes se taisent, annonçant la présence de quelqu'un. Keiichi se cache et voit Rena arborer un léger sourire tout en tenant une hache. Elle se met à appeler Keiichi qui sort. La jeune fille dit faire comme lui, qu'elle tient juste une hache car elle doit récupérer quelque chose, mais son rire de folle n'annonce rien de bon. Il se met à partir, mais Rena le suit, toujours en rigolant, disant vouloir parler avec lui, tout comme lui voulait lui dire des choses. Keiichi nie tout, mais Rena l'insulte de menteur, continuant de le suivre, lui disant qu'elle peut l'aider lui, là où elle n'avait pas pu aider Satoshi. À force de fuir, Keiichi arrive dans une forêt, avec toujours Rena à ses trousses, qui continue d'essayer de le rassurer, tout en riant comme une folle. Essoufflé, le jeune garçon tombe à terre, se faisant rattraper par la jeune fille, qui, elle, est totalement fraîche. Il demande qui a tué Satoshi, mais Rena lui explique qu'il fait fausse route, que c'est la déesse qui est derrière tout ça, et qu'il doit justement ressentir sa présence, se sentant suivi. Elle dit être revenue à Inamizawa, car elle aussi était visitée par la déesse Oyashiro. Selon les dires, la déesse maudissait tous ceux entrant ou sortant du village de Onigafuchi et de Inamizawa, empêchant aussi le contact entre les hommes et les démons. Ainsi, Rena aurait pu subir la malédiction, se voyant forcée de retourner au village. Mais cela n'explique pas pourquoi elle a frappé ses amis avec une batte, ni pourquoi aucun n'a voulu porter plainte. Rena continue de dire vouloir sauver Keiichi en rigolant, mais celui-ci se lève et la repousse, parvenant à s'enfuir, arrivant sur l'ancien chantier du barrage. Il remarque alors quelque chose d'étrange, 2 adultes le fixant du regard. Alors qu'il commence à faire demi-tour, les 2 hommes se mettent à lui courir après. Keiichi se dit alors qu'il n'aurait pas seulement dû se méfier de Rena, mais de tout le monde. Ne pouvant fuir, il se met à les affronter, mais finit par se faire maîtriser et s'évanouit. Se réveillant, il remarque se trouver dans sa chambre, avec Rena à son chevet. La jeune fille semble normale et lui dit avoir appelé le médecin, car elle l'a retrouvé inconscient dans l'ancien chantier. La jeune fille l'a soutenu par l'épaule jusqu'à chez lui, il semblait conscient mais parano. Mion arrive à son tour, semblant elle aussi normale, et demande à Rena si elle a appelé le chef. Ne comprenant pas, il demande aux filles, qui rigolent en lui disant que c'est le chef du terrain de baseball, du chantier. Elles lui disent ensuite qu'il doit faire son gage. Rena lui bloque alors les bras, tandis que Mion récupère ce qui semble être une seringue. Paniqué, il demande ce qu'elle va faire avec ça, ce à quoi elle lui répond qu'il le sait, il va lui arriver la même chose qu'à Tomitake. Alors que Mion le tient, Keiichi se sent comme partir, avant de revenir à lui. L'atmosphère n'est plus aussi oppressante, un calme sinistre règne, il n'y a plus de présence. Il se met à pleurer et remarque Mion dans une position anormale, la tête en sang.
proche de Rena, elle, gisant dans une mare de sang. Il remarque alors tenir sa batte en métal, couverte de sang. Alors qu'elle allait lui faire subir le même sort que Tomitake, Keiichi était parvenue à se libérer, récupérant sa batte et massacrant ses amis. Se rappelant qu'elles ont appelé un docteur, ainsi qu'un certain chef, il regarde dehors et voit 4 ou 5 hommes devant chez lui, ainsi que le véhicule ayant tenté de le percuter. Rapidement, il met sur papier ce qu'il sait, que Mion et Rena sont les complices des coupables, les 5 hommes et ce certain chef, puis cache ce mot derrière son horloge. Avant de s'enfuir, il jette un dernier coup d'œil à ses amis, qu'il a tués. Sortant par la porte de derrière, il se fait repérer par les hommes qui le poursuivent. Courant pour sa vie, il se demande pourquoi tout ça lui arrive et demande pardon à la déesse Oyashiro. L'inspecteur Oishi reçoit alors un appel étrange, celui du jeune garçon. Il semble souffrir, toussant violemment, et il dit que la déesse Oyashiro existe vraiment, qu'elle est toujours derrière lui. Oishi le convainc de se retourner, et Keiichi se met alors à faire des bruits sanglants, hurlant, jusqu'à ce que l'appel coupe. Le jeune garçon est retrouvé dans une cabine publique, la gorge ouverte par ses propres ongles, ayant provoqué une hémorragie qui lui sera fatale. La lettre fut retrouvée, mais la partie centrale de la feuille est manquante, faisant disparaître 2 ou 3 lignes, dont le contenu restera un mystère. Ce premier chapitre annonce la couleur de Higurashi, le mystère. Nous nous posons beaucoup de questions. Qu'est-ce que la malédiction? La déesse est-elle réelle? Qui sont les meurtriers? Comment et pourquoi Keiichi meurt-il? Etc. A nouveau, je vous invite à noter vos questions. Vous y trouverez des réponses dans les futurs chapitres. Quoi qu'il en soit, que nous raconte Onikakushi? Nous suivons Keiichi Maebara, un jeune garçon ayant emménagé avec sa famille dans le village de Inamizawa il y a à peine un mois. Il apprend qu'un meurtre sordide a eu lieu durant un conflit opposant le village au gouvernement, appelé la guerre du barrage, un projet échoué ayant pour but d'immerger le village et les alentours. Pour autant, les amis du jeune garçon refusent de parler de cela. Tous les ans, il y a le festival de Inamizawa, appelé Watanagashi, la purification du coton, festival ayant pour but de remercier la déesse Oyashiro pour sa protection en éventrant des futons anciens. Cependant, depuis 4 ans, il se passe un meurtre ainsi qu'une disparition, appelée localement enlevée par les démons, Onikakushi. Et cette année-là ne déroge pas à la règle, un certain Tomitake est tué et son ami Takano est porté disparu avant d'être retrouvé brûlé dans la région d'à côté. L'inspecteur Oishi entre en contact avec Keiichi, l'utilisant comme taupe afin qu'il lui transmette ce qu'il se dit au village. Les amis de Keiichi, Mion et Rena, l'apprennent et semblent lui faire pression, au point où le jeune garçon garde en permanence une batte de baseball pour se protéger. De la même manière qu'un certain Satoshi Hojo, victime de l'enlèvement des démons de la 4e année. Parano, Keiichi se fait pourchasser par Rena, puis se fait assommer par 2 hommes, avant de se réveiller dans sa chambre. Mion et Rena disent qu'un docteur, un certain chef, va venir pour l'examiner, mais qu'avant ça, il doit subir son gage. Rena maintient Keiichi, tandis que Mion s'approche avec ce qu'il perçoit comme une seringue. Il parvient à se libérer et massacre ses amis avant de s'enfuir en se faisant pourchasser par plusieurs hommes. Atteignant une cabine téléphonique, il parvient à appeler Oishi, lui disant que la malédiction est réelle, que la déesse le suit depuis plusieurs jours et qu'elle est actuellement derrière lui. Sombrant dans la folie, il se tranche la gorge avec ses propres ongles, la même mort qu'a subi Tomitake. Il ne laisse derrière lui qu'une étrange lettre dont une partie est manquante. Nous pouvons désormais tenter de faire une brève analyse de ce premier tome Onikakushi. Ce premier chapitre place les bases de l'univers de Higurashi. Nous y suivons l'histoire au travers des yeux d'un adolescent, Keiichi Maebara. Notre vision est donc influencée par ce qu'il voit, croit percevoir, ainsi que ses pensées. Il est possible d'identifier plusieurs thèmes majeurs, notamment la paranoïa et la confiance. À partir du moment où l'élément allant perturber la vie paisible de Keiichi, l'information de l'existence d'un meurtre sordide s'étant déroulé dans le village, le jeune garçon commence à sombrer dans la paranoïa. Nous verrons bien plus tard que l'élément perturbateur arrive beaucoup plus tôt en réalité. Ce trouble, cette folie, se fait ressentir dans la narration mêlant confusion et chaos, montrant la perte de repère de Keiichi, ce qui crée une atmosphère angoissante. Tout le monde peut être suspect, au point qu'il y a 2 réactions possibles, soit nous sombrons avec Keiichi dans la paranoïa, soit nous sommes perdus et dans la compréhension. Et pour cause, nous ne voyons l'histoire qu'au travers de ses yeux. Nous ne savons pas comment se comportent réellement ses amis, elle semble à la fois honnête et fourbe, à la limite du sadisme pervers.
Keiichi ressent chaque geste de ses amis comme une potentielle menace, il surinterprète tout pour aller dans son sens. Keiichi semble présenter une forte tendance à l'apophénie, le fait de voir des liens cachés entre des événements sans rapport. Cela est renforcé par la pression que lui place l'inspecteur Oishi, lui-même persuadé d'un complot entre les habitants du village, s'organisant pour provoquer les crimes de la malédiction. De par cette vision troublée, le joueur se demande surtout la véracité de la malédiction de la déesse Oyashiro. Est-elle l'œuvre des villageois ou bien l'œuvre d'une entité surnaturelle? Telles sont les deux hypothèses les plus populaires pour expliquer ces meurtres en série, mais il en existe une dernière. La coïncidence. Il se pourrait très bien que ces meurtres répétés soient le fruit du hasard, ou provoqués inconsciemment. La pression qu'apporte cette répétition est telle que sa mention en devient tabou. Il est donc possible qu'un habitant réalise ou ait réalisé cela de manière inconsciente, provoquant l'acte de par sa présence dans les esprits. Ils étaient tellement certains que la malédiction allait se répéter qu'ils l'ont provoquée. Cela représente la troisième hypothèse pour expliquer la malédiction, mais je dois avouer que ça me fait penser aux fameuses théories du rêve, permettant d'expliquer tout facilement sans donner de réelle profondeur. Il est donc d'ailleurs possible que ce soit un cumul des deux ou des trois théories. Quoi qu'il en soit, libre à vous de vous faire votre propre théorie. Pour parler des personnages, nous avons donc tout d'abord Keiichi. Comme nous l'avons vu, ce jeune garçon énergique et sociable semble psychologiquement vulnérable. Tout d'abord insouciant et léger, il devient angoissé et tendu, finissant par s'isoler puis à sombrer à la violence envers lui-même et envers les autres. Curieux concernant la malédiction, il pense que tout cela est une coïncidence avant de croire à un complot du village, de par les dires et la pression de l'inspecteur, puis finit par affirmer l'existence de la déesse Oyashiro. En résumé, Keiichi est quelqu'un de vivant et insouciant, mais sensible et ayant besoin d'un cercle sain pour être bien et efficace. Enchaînons avec Rena. Elle est d'apparence une jeune fille naïve, joyeuse, soignée et attentionnée, mais révèle une attitude plus dure et profonde. Elle semble capable de changer d'émotion et d'état instantanément, passant de joyeuse à menaçante, puis de nouveau souriante. Rena sait aussi se montrer fourbe et sadique, notamment avec la scène de l'aiguille dans le gâteau, où elle insistait sur le fait d'en avoir fait un seul que Keiichi devrait trouver. Son passé semble aussi trouble, la jeune fille ayant aussi des fragilités, l'ayant poussée à la violence avant de parvenir à se stabiliser par un traitement et par de la thérapie. Rena semble donc un personnage torturé à la limite de la bipolarité. La leader du groupe, Mion, est montrée comme une jeune fille forte et influente, avec un côté garçon manqué. D'abord montrée comme bienveillante, son comportement de leader l'a fait devenir un personnage inquiétant de par sa puissance et ses capacités. Sa famille est justement une des plus influentes du village, elle a notamment le statut d'héritière, ce qui rajoute en sa puissance, que ce soit de façon rassurante comme de façon menaçante. Bien qu'elle soit moins développée que Rena ou Keiichi, son passé semble trouble mais aussi torturé. Mais nous en apprendrons beaucoup plus sur elle dans le prochain tome. Nous pouvons maintenant parler de la petite Rika Furude. Elle est la prêtresse locale, agissant comme une figure mystérieuse. La jeune fille semble calme, réfléchie et fait preuve d'une maturité pouvant surprendre. Cependant, cet épisode ne la met pas en avant. C'est le même cas que la petite Satoko Hojo. Elle semble malicieuse et comique, s'amusant à piéger ses amis. Son ton est très soutenu, à la limite du hautain, mais elle semble cacher quelque chose de plus léger, un peu comme des traumas plus profonds. Notamment, son frère Satoshi est quelquefois mentionné pour indiquer qu'il a disparu, ayant a priori fugué ou changé d'école. Pour autant, il semblait se comporter exactement comme Keiichi, se promenant avec sa batte de baseball et étant froid et distant avec ses amis. À nouveau, ce n'est pas encore son chapitre. L'inspecteur Oishi est un policier n'ayant plus qu'une seule année de service avant sa retraite. Il semble investi personnellement avec l'affaire de la malédiction, souhaitant à tout prix la résoudre, au point de mettre en danger un adolescent en lui faisant part de ses propres théories basées sur peu de preuves. Il est un homme puissant capable de créer et de provoquer des situations sans même être présent. Enfin, il nous reste Tomitake, la victime de la 5e année, un touriste d'apparence sans histoire. Malgré lui, il provoquera la peur et la paranoïa de Keiichi, tout d'abord en mentionnant le démembrement, puis en se faisant lui-même tuer. Ce premier chapitre de l'arc question place donc les bases de l'univers. Chaque chapitre va avoir une thématique relativement différente et apportera sa pierre au développement des personnages. Nous reparlerons de leur évolution dans les prochaines vidéos. J'espère que cette première vidéo sur le premier tome Onikakushi de Higurashi vous aura plu. De base, je souhaitais réaliser une seule grosse vidéo combinant les différents actes, adaptation, analyse et résumé global de l'histoire, mais cela aurait fait une vidéo de près de 8 heures si je souhaitais tout bien raconter, ainsi je préfère tout diviser en plusieurs vidéos. Cela veut dire que mon script général est quasiment prêt, les voix et enregistrements sont quasiment toutes tournées, ainsi les vidéos s'enchaîneront assez vite.
Il est même possible que je diffuse les 2 premières vidéos en même temps, mais quoi qu'il en soit, comptez entre 3 jours et 1 semaine par vidéo. Si vous avez donc apprécié celle-ci, n'hésitez pas à laisser vos avis par les j'aime et les commentaires, à la partager à vos amis qui pourraient être intéressés, et à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Je remercie aussi les tipeurs pour leur soutien, me permettant d'obtenir du support pour les vidéos. Si vous souhaitez aussi me soutenir, vous pouvez le faire pour 1 euro. Vous obtiendrez ainsi l'accès aux nouvelles vidéos en avance, tout est en description. En attendant, je vous dis à très bientôt.